Je dirais juste d'emblée, c'est pas uniquement de réflexion éthique qu'on a besoin aujourd'hui, c'est plutôt de pratique éthique. Parce que la réflexion éthique au niveau des textes de référence, elle est très ample dans le domaine de la génétique. Si vous regardez tous les textes nationaux, internationaux, on n'a pas besoin de les reprendre. Donc c'est la mise en œuvre dans un contexte commercial de compétitivité internationale. Donc pour vous dire, en hypothèse d'intervention, et je pense le partager avec Christian Hervé, les normes on en a, les textes on en a, c'est les bonnes conduites. Et les bonnes conduites dans une société politique comme la nôtre, c'est difficile à trouver des références. Ça, c'est pour la partie introductive. Donc, nous ne sommes pas spécialistes à l'espace éthique d'Île-de-France, dans le département de recherche en éthique de Paris-Sud, Paris-Saclay, des questions de génétique en matière de cancérologie. On travaille davantage en tant qu'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives et en tant que laboratoire d'excellence associé à la recherche sur l'anticipation des traitements pour la maladie d'Alzheimer. Donc, on travaille davantage dans ce champ. Et avec l'équipe, on a notamment deux philosophes qui travaillent chez nous ces questions, Paul Louveil-Dubuc et Léo Coutelec. On s'est mis autour de la table pour dire on va faire une intervention, vous m'interromprez de toutes les manières au bout de 10 minutes, et le texte sera bien sûr à votre disposition. De toute façon, en matière d'éthique, il y a un début, il n'y a jamais de fin, donc ne soyez pas stressés si je m'interromps en cours de route, pour des propos d'ailleurs que j'imagine avec le bon sens de chacun on partage. Nous souhaitons donc dans notre intervention attirer l'attention sur la mise à l'épreuve de deux grands principes classiques de la bioéthique, celui d'autonomie et de justice, au regard des avancées d'une génétique prédictive qui interroge nos valeurs. Plutôt que d'autonomie et de justice, il y aura d'ailleurs question dans ce propos de liberté, de solidarité, voire de fraternité. De valeurs davantage que de principes, dont il est bien évident qu'elles prennent des sens tout à fait différents suivant les discours et les acteurs. Dans un contexte donné, on voit que c'est finalement la science qui marque le là, et d'une certaine manière l'éthique qui suit d'une manière assez essoufflée et qui aujourd'hui est bien ternie dans son image. Autrement dit, les valeurs se négocient là où les principes s'imposent, et on partage avec un certain nombre de personnes, je pense Christian Hervé aussi, la question de la négociation, de la délibération, notamment publique en matière d'éthique, beaucoup plus que des cadres contraignants normatifs dont on sait le peu d'efficacité qu'ils ont au plan international. Le plan de mon propos, c'est trois parties. La mise à l'épreuve de la liberté. Deuxième partie, la solidarité à l'épreuve de la médecine prédictive. Et une conclusion, soyez rassurés, vers une confiance réflexive. Ça serait la philosophie de mon approche. L'important, c'est la relation de confiance. Et tout à l'heure, j'entendais un grand médecin qu'on aime aussi, Léon Nizan, pas Léon Nizan, le fils de Léon Nizan, donc Israël Nizan, qui disait à quel point il voulait mettre des normes et quasiment des frontières. Aujourd'hui, il ne faut pas perdre de temps avec ces utopies qui ne correspondent pas à la réalité. On sait ce qu'est le tourisme procréatif. La mise à l'épreuve est de la liberté. Notons d'abord que dans le champ de la génétique prédictive, une nouvelle éthique se fait jour, fondée sur une idée qu'on peut discuter. L'accès de chacun à ses propres données, en partie génomiques, serait émancipateur. C'est une éthique de l'émancipation par le savoir, non plus par la lutte contre la maladie, mais par la lutte contre l'ignorance. Cette éthique s'appuie sur plusieurs piliers dont j'évoquerai brièvement trois considérations. Premièrement, connaître ses prédispositions génétiques permettrait une maîtrise de sa propre existence. La question de l'autonomie et de la maîtrise mériterait d'être bien discutée ici. Deuxième point, il s'agit d'un geste d'altruisme, ou il s'agirait d'un geste d'altruisme à l'égard de nos proches, et notamment de notre descendance, afin qu'ils puissent maîtriser leur propre destin biologique. Troisième point, cet altruisme est également témoigné à la société par la contribution de données génétiques personnelles à des bases de données censées bénéficier au bien commun. C'est toute la réflexion éthique qu'on développe aujourd'hui sur les big data. Cette éthique correspond à la promotion de la médecine des 4P. Et je cite d'ailleurs un des textes de l'OMS dans la déclaration d'Ottawa de 1986 qui dit « La promotion de la santé est un processus permettant aux personnes d'augmenter leur contrôle sur et d'améliorer leur santé ». C'est vrai que l'idée de maîtrise, l'idée de contrôle, l'idée de responsabilité, de responsabilisation mériterait en soi des développements en matière d'éthique, mais on ira à l'essentiel ce matin. À y regarder de plus près, cette promesse d'une émancipation par les données, notamment génomiques, est infiniment discutable. Le concept de liberté est un concept en effet complexe. Nous pouvons ici distinguer au moins deux formes de liberté, une négative et positive. Je vous incite à vous référer aux travaux du philosophe Isaïe Berlin, notamment dans un texte de 1955. Premier point, liberté négative suppose qu'un individu ne peut pas être contraint de faire ce à quoi il s'oppose, ou alors il ne peut pas être empêché d'agir. Sur ce premier aspect, nous constatons combien la liberté est aujourd'hui exposée à des enfreintes
voire à des violations. L'Association américaine de génétique recommande par exemple, en 2013, que les individus soient obligés de connaître leurs prédispositions génétiques lors de découvertes fortuites, si ces prédispositions concernent des gènes préalablement identifiés comme pathogènes. À cet égard, les recommandations de l'Association européenne sont proches. Par ailleurs, en France, le décret du 20 juin 2013, j'imagine, sera peut-être redébattu au moment de la réflexion sur la révision des lois de bioéthique. Ce décret relatif aux conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle dans le cadre d'un examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale peut rendre possible des situations contraignant un individu, à savoir qu'il possède des gènes qu'il expose à des risques. Alors, je ne vais pas développer tous les paradoxes et toutes les ambivalences dans cette approche du législateur. Il ne s'agit donc pas d'être naïf, ces dispositions se comprennent, elles ont leur justification. On peut argumenter d'un point de vue éthique et juridique en invoquant la non-assistance à personne en danger ou encore l'intérêt général, comme pour ce qui pourrait concerner, par exemple, on en a parlé ces derniers mois, l'obligation de se vacciner. Deuxième point, la liberté positive, toujours en reprenant les textes d'Isaiah Berlin, la liberté positive se définit comme autonomie ou encore comme la capacité à décider par soi-même. Il est intéressant de remarquer qu'une rhétorique de l'empowerment s'est développée. Alors on pourrait aussi développer toutes ces questions de l'empowerment qui se situent peut-être dans la démarche de la démocratie sanitaire. Je citerai deux textes. Un texte de l'Institut 4P. Les patients, personnes malades, et les consommateurs, personnes en bonne santé, utiliseront des données personnalisées et exploitables au domicile et sur leur lieu de travail afin de vivre des vies saines et plus productives. Fin de citation. Puis, dans Navigenix en 2009, la médecine personnalisée vous aide à prendre le contrôle du futur de votre santé. Alors là, on parle de génétique. On pourrait voir la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie avec le droit d'accéder à la sédation profonde et continue pour dire les paradoxes et quelquefois les échecs qu'on constate dans notre approche éthique dans un certain nombre de questions de société. Mais cette rhétorique entretient deux confusions. La première, c'est la confusion entre probabilité et potentialité. Une probabilité ne peut être actualisée ou réalisée puisqu'elle ne désigne pas la présence d'un phénomène en puissance, mais simplement une corrélation statistique. Nous ne saurons jamais si les efforts entrepris pour empêcher un phénomène de se produire y contribuent véritablement. Alors que, pour prendre un exemple plus banal, si je dispose d'un don pour la musique, je peux toujours le développer. Seconde confusion, la conscience de ses propres déterminations n'équivaut pas à une capacité d'agir sur ces dernières. Et je crois que toute l'utopie de la maîtrise, de l'autonomie, a ses limites, il pourrait y être discuté ici. A priori, l'avènement d'un patient ou d'un citoyen connecté, conscient de ses déterminations génétiques, permettrait de rééquilibrer la relation médecin-malade. A priori, le cercle des savants s'élargit et diminue l'asymétrie du pouvoir. C'est toute la philosophie qui avait été développée dans la relation de soins avec la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé. Mais la connaissance de nos données personnelles ne donne pas nécessairement la possibilité d'exercer un esprit critique à cet égard. En effet, il faudrait ici distinguer entre une donnée, forme brute de connaissance, et le savoir, forme assimilée de connaissance, dissoute dans des valeurs. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans le partenariat du soin qu'on informe la personne pour qu'elle puisse consentir. Moi, je ne suis pas généticien. Vous pourrez toujours m'informer. Il faudra que vous mettiez à ma disposition une information claire, loyale, et que je puisse m'approprier. Et c'est là où on peut citer Kant, pour les gens qui aiment bien qu'est-ce que les Lumières, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Mais dans ce contexte restrictif, pour les gens qui n'ont pas toutes les mêmes connaissances, en plus des connaissances complexes évolutives, comment exercer effectivement son esprit critique et son exercice d'entendement. Du reste, ces nouveaux savoirs génétiques font également naître de nouveaux pouvoirs et de nouvelles formes d'exercice de domination. On voit ça déjà dans les assurances, les banques, les employeurs. Nous aborderons ce point dans la seconde partie, s'il me reste encore quelques minutes. Donc si vous m'interromprez d'une manière discrétionnaire à votre convenance, deuxième partie, c'était la solidarité à l'épreuve de la médecine prédictive. Et dans cette deuxième partie, il y avait trois approches que je voulais développer, la sphère politique, la sphère médicale et la sphère familiale. Dans la sphère politique, alors j'ai déjà coupé, l'existence et la disponibilité des données, notamment génomiques, invalident le présupposé d'une égalité de tous face à la nature. Pour exprimer une expression désormais consacrée, le voile d'ignorance se déchire. Il est désormais possible de connaître des risques individuels, notamment à partir du génome. Ce gisement d'informations transforme, entre guillemets, la carte des intérêts. Les individus peuvent potentiellement, à profit, connaître leurs propres prédispositions et envisager, à défaut de déterminer leur parcours de vie
en tenant compte de ses prédispositions. Vous lirez avec beaucoup d'intérêt Pierre Rosanvallon qui fait des développements savants à cet égard. Quant aux assurances, publiques ou privées, aux employeurs, aux banques, ils ont spontanément intérêt à connaître les données individuelles pour ajuster leurs approches au mieux leur intérêt. Que penser d'une solidarité fondée sur les données au lieu et place d'une solidarité par l'ignorance? Que peut-il se produire lorsqu'à cette ignorance commune des risques succède la connaissance individualisée des risques? De nouveaux pouvoirs s'invitent dans les brèches ouvertes par les nouveaux savoirs. Les assurances peuvent moduler les primes selon des profils génétiques, proposer des contrats différenciés selon les profils de risque ou encore inciter financièrement leurs clients à des comportements normés. Les employeurs pourront sélectionner leurs employés en tenant compte de leur capital génétique. Pourquoi pas conditionner leur promotion à leur performance en termes de santé? De nouvelles possibilités de contrats et d'accommodement sont dès lors concevables. Ils peuvent consister à exiger de la part des individus des efforts financiers ou des évolutions dans leur comportement avec la possibilité de leur octroyer des avantages. Le modèle d'une assurance personnalisée, élaborée à la mesure des besoins, orientant les conduites de ses clients, pourrait s'imposer, comme en témoignent déjà certains signes annonciateurs. Donc je ne vous parle pas d'utopie, c'est la réalité au quotidien. Et si les assureurs ne vont pas plus loin, c'est parce qu'à un moment donné, on ne sera plus qui sera assurable par rapport à ce qui ne sera plus. Parce que les gens qui ne présentent aucun risque n'auront pas envie de s'assurer. Donc vous voyez à quel point c'est peut-être le système économique qu'on critique ou le libéralisme qui va réguler beaucoup plus que l'éthique. Si j'aborde, il me reste encore quelques instants, 5 minutes, j'aborderai l'aspect médical. Les transformations induites sur la médecine par la multiplication des données de santé sont multiples. À côté d'une médecine clinique, une médecine fondée sur les biomarqueurs est en plein essor. Des compétences informatiques deviennent nécessaires pour la collecte, le stockage des données et leur exploitation. Le processus décisionnel lui-même s'informatise. Ce n'est là qu'une liste peu exhaustive des transformations intervenant désormais dans la sphère médicale. Alors, il n'y a pas que Dr Watson pour la prise de décision. Allez voir ce qui se passe au niveau des big data et de l'apport des ingénieurs beaucoup plus que des médecins. Bref, la pratique médicale évolue et j'imagine que dans les années qui viennent, les gens qu'on forme aujourd'hui auront des pratiques médicales qui n'auront rien à voir avec les formations dont on les dote. Plus fondamentalement, la production massive de données pourrait doter la médecine d'une nouvelle fonction, celle de médiation intelligente entre l'individu et le monde des données. Elle serait dévolue à un savoir et à une technique capable de trier les données, de les organiser, de les relier entre elles, de les transmettre. Le fonctionnement de la sphère médicale pourrait ainsi se passer pour l'essentiel des éléments proprement contextuels et singuliers des situations. Le seul élément encore proprement contextuel de la compétence médicale relèverait de l'annonce du diagnostic, son moment, les mots pour le dire, etc. Pour les gens qui sont intéressés, vous faites Espace Éthique, vous tombez sur notre site et vous verrez un séminaire qu'on organise depuis à peu près 3 ans. Vous y avez, je crois, participé, sur l'anticipation. Donc on aborde d'une manière pluridisciplinaire ces questions. C'est anticiper de faire de l'éthique aujourd'hui, ce n'est pas uniquement faire du soin palliatif. Le seul élément encore proprement contextuel de la compétence médicale relèverait de l'annonce du diagnostic. Il est à ce propos significatif que dans le contexte de la maladie d'Alzheimer notamment, les thématiques du diagnostic au moment opportun et de l'annonce se sont imposées comme les éléments déterminants de la réflexion éthique. C'est assez intéressant, je ne vais pas développer, mais c'est un constat qu'on fait et qui nous frappe. Cette évolution porte avec elle 2 implications majeures. D'une part, la sphère médicale n'est plus structurée selon le modèle d'une relation entre 2 pôles, le patient et les médecins, mais entre 3 pôles, le consultant, le corps médical et la collectivité, bénéficiant de la collecte des données individuelles. L'individu consultant et le médecin se situent dans une position de responsabilité à l'égard d'un 3e acteur sans incarnation, la collectivité, laquelle exige la levée du secret médical et la fin de la confidentialité dans la relation médicale. La loi récente sur la modernisation du système de santé offre des clés inestimables à celles et ceux qui veulent être dans les curiosités les plus profondes de notre intime. D'autre part, dans cette configuration, l'individu pourrait devenir seul dépositeur des décisions existentielles impliquant sa santé, future ou celle de ses proches. Chercher à savoir ou ne pas savoir ses prédispositions génétiques, prévenir la maladie potentielle ou ne pas la prévenir, informer ses proches ou ne pas les informer, s'engager ou non dans un projet familial, déterminer les conditions de son projet familial, l'identité de son conjoint, etc. Lui revient en somme la responsabilité de gérer le savoir ou l'ignorance de ses prédispositions, ainsi que la diffusion de ses savoirs. Alors je ne vous aborderai pas la sphère familiale, je vais aller de suite à la conclusion, ça vous rassurera, et je dirais que j'imagine que chacun d'entre nous a une réflexion personnelle
qui devrait être une réflexion de résistance par rapport à ce qui se met en place aujourd'hui à notre insu. Vers une confiance réflective, ce seront mes derniers mots. Nous ne cherchons pas à discréditer cette solidarité fondée sur le partage et l'utilisation collective des données, mais à pointer les insuffisances d'un modèle de solidarité qui prétendrait reposer entièrement sur la fiabilité des algorithmes et se dispenser de la confiance en autrui. Nous demeurons, comme citoyens, comme consultants de la médecine, comme personnes, mutuellement dépendants de décisions humaines. La perspective est illusoire d'un individu qui ne pourrait se fier qu'aux techniques et aux compétences statistiques pour pouvoir décider de sa propre existence. À l'ère des données massives, la confiance entre êtres humains est d'autant plus nécessaire dans la mesure où les dépendances mutuelles sont d'autant plus fortes. Une confiance strictement statistique est insuffisante. Il y a nécessité à renouveler une confiance en l'être humain. Rappelons-nous aussi qu'à cette incertitude proprement humaine s'ajoutera toujours, malgré les avancées statistiques et la naissance d'une médecine dite prédictive, l'indétermination radicale de l'avenir. La médecine prédictive est incapable par elle-même d'anticiper les bénéfices que nous pourrons tirer de son propre développement. Elle ne peut garantir, par exemple, qu'au développement de ses savoirs sur le génome correspondront de nouveaux outils thérapeutiques. Et c'est toute la problématique aujourd'hui entre le savoir et la capacité d'intervenir par rapport à une maladie actuelle ou future. À l'âge des données massives, la confiance en l'avenir, fondement des solidarités, n'est donc pas donnée d'avance en même temps que les données, mais doit être construite et réflexive, autrement dit, consciente des interdépendances et des incertitudes dans lesquelles nous nous trouvons toujours engagés. Cette confiance réflexive suppose la formation de solidarité, combinant contre-savoir et contre-pouvoir, à l'égard du nouveau régime du savoir-pouvoir que constituent les données. Excusez-moi d'avoir été un petit peu rapide, au moins j'ai tenu mon temps. Je ne suis pas certain que vous avez pu tout percevoir de ce que j'aurais pu vouloir vous développer, mais je terminerai juste, puisqu'on a quelques politiques dans la salle, pour dire, je crois qu'il faut davantage s'interroger aujourd'hui sur le politique que sur l'éthique, et que nos responsabilités, elles se situent bien là. C'est du bien commun, de la démocratie qu'il s'agit. Et ce qui me frappe, c'est tous les grands textes internationaux sur la bioéthique, qu'ils soient sur l'UNESCO, ceux de l'Europe, sont des textes qui nous parlent de la démocratie, qui nous parlent de la non-discrimination, de la non-stigmatisation. Bref, de ce que nous avons tout avantage aujourd'hui à cultiver si nous ne voulons pas évoluer vers une barbarie qui menace. Merci de votre attention. Merci.